La reconstruction de la République démocratique du Congo ainsi que sa stabilité dépendent aussi du niveau de relations entre États de la sous-région. Voilà pourquoi, à travers sa diplomatie agissante, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a engagé un dialogue franc et constructif avec tous les voisins de la RDC. Après avoir réuni le 31 mai dernier à Nsele ses homologues du Rwanda et de l'Angola, le chef de l'État s'est rendu ce 12 juillet à Luanda pour un sommet quadripartite avec Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda et Joao Lourenço d'Angola. Les 4 chefs d'État ont examiné la situation politique, économique et sécuritaire au niveau continental et sous-régional. Tous sont unanimes qu'il faut ouvrir une nouvelle page dans leurs relations. À l'issue du sommet de Luanda à Ciudad de Alta, les 4 chefs d'État ont produit un communiqué dans lequel ils reconnaissent les dialogues comme les seuls moyens de résoudre les problèmes. Les chefs d'État ont souligné l'importance d'un dialogue permanent, franc et ouvert, qui devrait être renforcé tant au niveau bilatéral entre les États de la région comme au niveau multilatéral en faveur de la consolidation de la paix comme prémisse fondamentale de l'intégration économique. Les chefs d'État ont salué les efforts entrepris par les autorités de la République du Congo en vue de la pacification de l'ensemble du territoire national et ont condamné fermement la persistance des groupes armés dans l'est du pays qui sont un obstacle du processus de paix en cours et déstabilisent les pays voisins. Les chefs d'État ont donné une attention particulière à l'évolution de la situation endémique qui évolue dans le pays et ont reconnu ainsi les efforts de la République démocratique du Congo ainsi que de ses partenaires dans la stabilisation de l'épidémie de l'Ebola. Le sommet de Luanda a aussi le mérite de réunir autour d'une même table les chefs d'État du Rwanda et de l'Ouganda en froid depuis quelques temps. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joao Lourenço s'investissent pour la normalisation des relations entre ces deux pays. Au-delà des questions multilatérales, le chef de l'État a évoqué en tête-à-tête avec son homologue angolais des questions d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et l'Angola, notamment les projets de la voie ferrée Kolwezi-Benguela, un projet qui devrait se réaliser dans le cadre de l'intégration régionale. La police nationale congolaise, déterminée à en finir avec les hors-la-loi à travers les bouclages dans certaines communes de la ville de Kinshasa, porte déjà ses fruits. 121 Koulouna et 12 criminels qui sèment la terreur et la désolation ont été arrêtés et présentés au commissariat provincial de la PNC. Ces criminels, porteurs des armes blanches, notamment des machettes, s'illustrent dans les vols de voitures et motos, dans le vandalisme des coffres-forts et d'autres vont plus loin, la fabrication des vrais faux dollars américains et francs congolais. La police est donc engagée à traquer ce malfrat qui trouble l'ordre public au sein de la population quinoise. C'était un week-end chargé pour les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières d'Olima Kambo. Dans sa politique de proximité, il a voulu s'imprégner de la situation sécuritaire, administrative et sociale de la population au niveau de la base. Aujourd'hui, on est arrivé à la 13e commune. Nous allons faire 24 communes. Les préoccupations sont pratiquement les mêmes. Mais il y a quand même des particularités au niveau des communes. Mais toutefois, toutes les communes nous donnent leur état des lieux. Et la population s'exprime aussi librement avec la population. Nous allons nous asseoir, continuer à parler, organiser des forums et même des tables de concertation pour trouver des solutions à ces situations. De Kalamu à Gombe, en passant par Barumbu et Kinshasa, les patrons de l'intérieur de la ville de Kinshasa a, à travers des échanges approfondis, sensibilisé les Quinois avant d'agir pour éradiquer les différents fléaux qui rongent la population quinoise. Nous sommes en train de sensibiliser cette population pour que demain, qu'elle ne se plaigne pas, qu'elle ne dise pas qu'on nous a brusqués. La sensibilisation commence et elle va continuer. Et j'ai demandé que cette sensibilisation soit au niveau de la base, jusqu'à ce que nous allons faire appliquer la réglementation en vigueur. Une démarche appréciée par cet habitant de Barumbu qui n'attend que des solutions aux problèmes de sa municipalité. J'ai sérieusement apprécié cette démarche. Je demande à son Excellence de ne pas rester à son bureau,
à chaque fois, comme il a dit lui-même, qu'il est disponible à chaque fois qu'on aura besoin de lui, eh bien, je pense que c'est une très bonne chose. Le ministre provincial de l'Intérieur, Doli Makambo, appelle les Kinois à s'approprier la vision Kinbopeto initiée par les gouverneurs de la ville afin de redorer ensemble l'image de la capitale quinoise. Une main-d'œuvre qualifiée, facteur déterminant pour une jeunesse responsable, autonome dont les énergies contribuent au développement intégral. Le vice-ministre de la coopération, Freddy Kita, dont la fonction en tant que numéro 2 de ces ministères fait office d'interface avec d'autres partenaires, fait de ces concepts son cheval de bataille. Avec les jeunes de la commune de Kalamou, il s'est agi des échanges sur l'encadrement de jeunes, leur insertion professionnelle pour éviter la montée du banditisme urbain communément appelé Kuluna, ainsi que la formation des mamans et soutien dans les microfinances. Que nous avons tous constaté, l'IOLO a besoin de la paix, a besoin de cette paix-là durable, parce que le phénomène Kuluna, comme nous le savons dans cette ville de Kinshasa, dure un peu. Alors c'est pourquoi on vient de mettre en place un petit comité pour éradiquer un peu ce phénomène qui dérange un peu les paisibles citoyens. Nous avons aussi parlé de l'encadrement de la jeunesse. Vous savez que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Il est de mon devoir de tout faire pour que cette jeunesse-là puisse se retrouver dans la gestion active de ce pays. Nous avons aussi parlé de nos mamans. Vous savez qu'une maison sans femme, c'est une maison pourrie. Et nous allons aussi soutenir nos mamans, c'est toutes celles-là qui font le commerce, qui sont dans les zones d'association. Nous allons les soutenir. En attendant un cadre normatif, le numéro 2 de la coopération annonce l'organisation prochaine des loisirs sains. La problématique mérite une analyse profonde afin d'extirper des cours et tribunaux les conflits fonciers qui les occupent à 80%. Ateliers et différents forats mettent ensemble différents acteurs pour y réfléchir. Les recommandations qui en sortent doivent être intégrées dans la réforme de la loi foncière en cours. C'est le seul moyen, selon le secrétaire général aux affaires foncières, d'éradiquer les conflits fonciers. Le chef coutumier, il faut qu'on le fasse participer à la gestion de manière graduelle. L'administrateur de territoire de même, le conservateur de titres immobiliers, bien entendu, qui engage la République en cette matière. Mais au-delà de ça, il y a l'avantage que tout le monde va se mettre d'accord sur le fait que quand on est par exemple en train d'occuper des territoires riverains du parc national, que ces territoires doivent être protégés. Tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut tenir compte des droits fonciers locaux. Pour rappel, ces assises du mois de juin ont réuni les chefs coutumiers, les administrateurs des territoires, l'administration foncière et les différents partenaires pour réduire sensiblement les conflits fonciers et faire de la terre un véritable outil de développement. Ils étaient tous là, dans la salle de réunion de l'hôpital général de référence de Kinshasa, autour de la ministre provinciale de la Santé de la ville-province Kinshasa, Madame Bernadette Panzou, médecin chef de zone de santé de Kinshasa, médecin directeur des différentes formations sanitaires, partenaires et acteurs de la santé, personnel de la division provinciale de la santé et le coordonnateur des programmes provinciaux ont répondu présents à l'invitation de la tutelle provinciale pour sa présentation officielle et leur donner de nouvelles orientations de sa politique suivant la vision du gouverneur de la ville. Après la bienvenue présentée par le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, le chef de division provinciale de la santé, Joseph Mavungu Ntsiona, a rappelé le rôle que joue son service. Le travail de la division provinciale de la santé est construit autour des 4 fonctions essentielles, à savoir 1. Appui technique aux zones de santé. 2. Gestion des ressources. 3. Information sanitaire, recherche et communication. 4. Inspection et contrôle. Consciente de la responsabilité qui est la sienne et les défis à relever qui l'attendent, Bernadette Panzou a rassuré tout le monde de travailler, mais dans la même, en vue d'apporter la solution dans la couverture sanitaire universelle à la population de Kinshasa. Je serai très regardant sur les performances de tous les indicateurs sanitaires, particulièrement le DHIS2 et DHIS2.
Je vous demande de concentrer vos efforts en ce qui concerne la détection et la prévention des épidémies dans la ville de Kinshasa avec une attention particulière pour Ebola et Chikungunya. La photo de famille a immortalisé cette première rencontre. Ce programme est constitué de 4 piliers, à savoir la bonne gouvernance et restauration de l'autorité de l'État, la diversité économique et accélération de la croissance de production, l'accès aux services sociaux de base et développement du capital humain, l'environnement et changement climatique. Après avoir répondu aux préoccupations des députés provinciaux, l'approbation du programme a été passée au vote. Sur 38 députés provinciaux présents dans la salle, tous ont approuvé le programme. Ainsi, le gouvernement provincial de l'Ituri entre en fonction après cette cérémonie d'investiture. Nous tenons à remercier et à féliciter les honorables députés qui ont travaillé sur le programme qui a été soumis, ainsi que sur notre appréciation sur les amendements qu'ils ont apportés et l'investiture qu'ils ont fait au ministre que j'ai nommé depuis maintenant 3 semaines et qui vont pouvoir se mettre au travail. Jean Bamani Saïdi fait de la sécurité de l'Ituri priorité des priorités dans les programmes de son gouvernement. Notre premier objectif reste celui de la sécurité. Autant le chef d'État a dit qu'il ne sera pas président tant que ça va continuer à avoir des troubles dans certaines zones, tant nous aussi nous disons que nous allons nous battre pour que l'insécurité puisse s'arrêter et nous demandons pour cela à l'unicité de toutes les filles et tous les fils de la province de l'Ituri afin que la province soit accessible aux investissements, afin que la peur ne puisse plus gagner le cœur de certaines personnes et leur état d'esprit. C'est un gouvernement composé de 10 ministres provinciaux, dont une femme, Madame Espérance Moussafiri Choukuru, ministre provinciale de la fonction publique, travail, communication, droits humains, médias, postes et nouvelles technologies de l'information. Je n'avancerai pas sur le projet Route-Rail Kinshasa-Brazzaville tant que le projet du port en eau profonde à Banana n'est pas réalisé. La phrase est peut-être anodine, mais elle est sortie du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le débat sur la construction du port en eau profonde est clos. Mwana Congo Telama, organisation qui réunit les acteurs de la société civile du Congo central, s'est réjoui de cette attitude du chef de l'État et a organisé une marche en Banzangungu dans le Congo central même. Une procession de plusieurs heures qui dépeint un engagement et un soutien indéfectible au chef de l'État. Je continue d'appuyer les projets Route-Rail. Cependant, il n'est pas question pour moi de tuer ou de concurrencer un autre projet qui se déroule chez moi. Tant que le projet de port en eau profonde ne sera pas abouti, je n'avancerai pas sur l'initiative du port Route-Rail. J'ai rencontré certains parmi les entreprises qui sont intéressées. J'ai attendu les préoccupations de mes frères du Congo central. Nous cheminerons ensemble. Fin de citation. Nous avions suivi votre déclaration avec beaucoup de considération et souhaitons sa concrétisation parce que le port de Banana fait partie de votre devise, le peuple d'abord. Soyez-en rassurés, vous avez le soutien de toute la population du Congo central, province chère en Fumukimbangu. Tout est clair maintenant, que ce soit les partenaires de la République démocratique du Congo, que ce soit le peuple congolais ou même les politiques de tous bords, tout le monde sait ce que pense la RDC sur la construction du pont Route-Rail Kinshasa-Brazzaville. Il s'agit d'un lot de 37 transformateurs électriques de 500 et 600 kVA, des disjoncteurs, des rouleaux de câbles et autres accessoires. Tout ceci destiné à l'électrification des quartiers de ville de Lubumbashi, Likasi et d'autres entités de l'intérieur de la province. L'autorité provinciale Jacques Kaboula Katoué a remercié la direction générale de la SNEL pour cette dotation qui va améliorer le quotidien de ses administrés. Nous félicitons premièrement la direction générale de la SNEL qui a dû matérialiser la promesse du chef de l'État dans les 100 jours qu'il a annoncé le renfort de la distribution de l'énergie électrique sur l'étendue de notre province.
Et notre gouvernement provincial aussi a saisi de l'opportunité pour passer la même commande. Une occasion pour le chef de l'exécutif provincial qui tient à l'amélioration du social de ses administrés d'annoncer la commande déjà effectuée de 40 autres transformateurs électriques. Lorsque l'on sait qu'un transformateur peut desservir 500 ménages, l'on peut conclure que la lutte contre l'obscurité et tous ses corollaires est bel et bien déclenchée sous Jacques Kaboula Katoué. L'autre lutte, c'est la propreté autour des artères de la ville. Le gouverneur de province a, en présence de son ministre des Infrastructures, lancé ce même jeudi 11 juillet 2019 les travaux d'aménagement des trottoirs. Jacques Kaboula Katoué a posé les premiers pavés sur les trottoirs du boulevard Msiri sous les applaudissements de l'assistance, lançant ainsi les travaux de leur urbanisation qui seront exécutés pendant 6 mois par l'entreprise KSBL SARL. Ceci ressort de la décision du gouverneur de province Zoé Kabila, jurant de remettre dans le droit tous les endroits publics expropriés par des tierces. L'opération commence par les spoliataires de l'école primaire Moni, une école conventionnelle catholique située sur l'avenue Kichanga dans la commune de la Lukuga, où l'on reconnaissait à peine les limites initiales de sa concession menacée par des constructions privées. Lors de son dernier passage à cette école le 24 juin dernier, Zoé Kabila Mwanzambala était accueillie sous les chants des pleurs des enfants et des enseignants qui ne savaient pas à quel sein se vouer pour recouvrer leur espace. Le gouverneur des provinces, marchant dans la droite ligne de la justice, avait promis des solutions idoines après toutes les enquêtes. Dans cette opération, aucun spoliataire de cet endroit n'est épargné, peu importe le niveau de l'édifice ou encore de l'influence du propriétaire. Gédéon Kakouji Kalama, maire de la ville de Kalemi. Il fallait dégager l'espace de l'école. Il fallait vider l'espace de l'école pour permettre à nos enfants d'étudier en toute quiétude. Tout celui qui a construit sur la servitude, il doit prendre déjà des précautions pour enlever, afin de ne pas faire de pertes, parce que sinon il va perdre l'école, il va perdre tout ce qu'il a mis là-bas. On a commencé par le quartier Joseph, mais il y a le DAV. Le quartier DAV, vous voyez comment les gens ont construit aussi en des autres. Nous allons permettre aux gens de passer. Ceux qui ont construit sur des servitudes, ils doivent libérer les servitudes. Des maisons entières appartenant aux commerçants et aux politiciens sont démolies en présence du ministre provincial des Infrastructures, du maire de la ville de Kalemi, du directeur des cabinets du gouverneur, des autorités de la police nationale congolaise et de la population locale pour qu'au final, l'école primaire Moni recouvre sa superficie. Kalemi, Mathias Makolovera, RTNC. La semaine dernière, plusieurs maisons sont parties en fumée après l'incendie qui s'est déclaré au village Bindungi, territoire de Massi-Manimba. C'est dans la province de Kwilu. Depuis lors, la population victime de cette catastrophe passe la nuit à la belle étoile car ayant tout perdu. Aussi a-t-elle lancé un cri de détresse au gouvernement et à toute personne de bonne volonté pour une assistance humanitaire. Très touché par ce drame, Didier Mazenga, député provincial et cadre du parti Lumumbiste Unifié, s'est rendu sur les lieux pour mesurer l'ampleur des dégâts tout en apportant un secours d'urgence composé de vivres, des couvertures, des habits, des tôles et autres biens de première nécessité. Comme il y a eu l'incendie de 13 maisons, j'étais obligé de pouvoir assister mes frères et sœurs. Je suis leur porte-parole à l'Assemblée provinciale. Nous avions un problème de route, nous avions un problème des écoles, nous avions un problème de l'eau potable et que les recommandations soient dirigées à l'exécutif provincial. Faisons d'une pierre deux coups. Didier Mazenga a, au nom du secrétaire général et chef du parti Lumumbiste Unifié Gizenga Lugi, lancé l'opération Tonga Mausolée de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga de heureuse mémoire. Séance informative à Goma ce jeudi 11 juillet sur le niveau d'exécution du projet infrastructure d'eau potable. C'est un projet de l'organisation Merci Corps qui vise à construire 2 réservoirs de 5000 m3 chacun pour améliorer la quantité et la qualité de la desserte en eau potable à Goma et ses environs. Le ministre provincial du plan intérim, Kambumbu Marcia, s'en réjouit. L'état de lieu qui nous a été donné, c'est d'abord une satisfaction. D'autant plus que dans l'État, vous avez vu, il y avait des projets qui étaient parfois des morts-nés. Des projets qui commençaient et on ne savait pas l'aboutissement de ces projets. Mais c'est là ce qui nous a été démontré et nous sommes rassurés que les délais impartis à ces travaux et les modèles de travaux qui ont été démontrés nous prouvent à suffisance que
nous allons inaugurer dans les prochains moments ces infrastructures. 2 tiers de la population de Goma pourront bénéficier de ce projet qui donnera ses effets au premier trimestre 2020. Patrick Catin, directeur du programme Imagine Merci Corps, se félicite, mais reconnaît que beaucoup reste à faire. Il va falloir d'autres projets pour que toute la population de Goma puisse être alimentée d'une manière décente en eau, et nous espérons que ce projet soit en fait un élément qui permette d'encourager d'autres acteurs à investir dans la ville de Goma, parce qu'il y en aura besoin définitivement. Environ 90 km de conduites d'eau seront placées dans la ville de Goma. La phase actuelle d'exécution de ce projet présente un bon nombre de défis qui auront des effets négatifs à la population locale, ont reconnu les ingénieurs de Merci Corps. C'est le cas des travaux de terrassement et creusage des tranchées qui vont amener au blocage momentané des routes. Ce projet, dont le coût est de plus de 7 millions de dollars américains, vise à contribuer à réduire les taux de maladies d'origine hydrique des enfants de moins de 5 ans dans la ville. Les arrêts contradictoires de la Cour constitutionnelle sur le fond d'une vaste corruption et marchandage politique. Thème retenu au cours d'une conférence de presse organisée par les partis politiques UNANA, Union nationale des nationalistes. L'orateur Prince Willy Michiki, président de l'UNANA, a dans son adresse remercié ses électeurs du territoire des Walikale dans la province du Nord Kivu de l'avoir massivement voté. Il a saisi cette opportunité pour plaider pour la réforme de la procédure de désignation des membres de la Cour constitutionnelle pour éviter au pays, la RDC bien sûr, la politisation de la justice congolaise. C'est grâce à la population congolaise, dont l'échantillon de Walikale, qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Cette journée internationale de la population nous donne l'occasion de remercier la population, puisque nous ne savons pas combien de difficultés cette population-là endure, mais cette population-là nous accompagne partout, malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous, les politiciens, nous la mettons. Nous allons proposer des réformes. Des réformes, d'abord en commençant par la procédure de désignation. Rappelons toutefois que cette conférence de presse d'Union nationale des nationalistes UNANA a coïncidé avec la Journée mondiale de la population. Cette matinée politique organisée au siège national du parti Courant du Futur, cher à l'honorable Nazem Nazembe, a permis aux cadres et militants d'échanger avec les membres du directoire national. Le député national et cadre du parti, l'honorable Papi Seoul Banza-Kabwe, a rappelé à cette occasion la vision du Courant du Futur et de son autorité morale, l'honorable Nazem Nazembe, à savoir travailler pour le bien-être du peuple congolais, d'où le slogan « Les Congo d'abord ». Complété dans son intervention par le secrétaire général du parti, Claude Rombo Lumba Sokou, l'honorable Papi Seoul Banza-Kabwe a annoncé le soutien de son parti à la candidature de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba au perchoir du Sénat. Courant du Futur na cadre pe ADI, biso nyonso topesi le bongo na biso bongo na sénateur Tobengi Alexis Tambwe Mwamba. Le Courant du Futur soutient la candidature d'Alexis Tambwe Mwamba. Nous nous associons à la vision de Joseph Kabila Kabange, notre autorité morale. Nous soutenons également notre frère, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Le souci de l'honorable Nazem Nazembe, c'est le bien-être de Congolais. Yami Bada Lobaki, nous voulons bâtir un Congo de paix, un Congo fort, habitable par tous. Les courants du futur se rangent donc derrière les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement de la RDC. Occasion indiquée pour le courant du futur de saluer la nomination d'un membre de la MOUCA, Freddy Matungulu, en qualité d'administrateur à la Banque africaine de développement. Ce qui est une preuve éloquente de la mise en œuvre de la démocratie consensuelle
comme mode de gestion de la RDC. Il ne reste qu'à la faire couler en forme de loi. Nikens Lola, professeur à l'Université d'Ottawa, campus de Toronto, Canada, également professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'Université du Kwango en République démocratique du Congo. Il vient d'enrichir le monde scientifique avec la publication du livre intitulé « Palabres et institutions étatiques ». Le livre compte 241 pages avec 7 chapitres. Dans ce livre, le professeur analyse les principales causes des conflits et des guerres qui déchirent le pays. Il propose à cet effet le recours à la palabre comme moyen de résolution des conflits et demande de moderniser la palabre et de l'intégrer dans les institutions publiques de la RDC pour en faire un mode de gestion politique et sociale. L'inspiration est partie d'une conférence. J'ai piloté au fait en ce moment-là un groupe de recherche sur la situation en République démocratique du Congo. Mais finalement, qu'est-ce que j'avais remarqué dans ces conférences? Les gens passaient plus de temps à critiquer, à discuter des choses des fois qui n'étaient pas en rapport avec ce que nous cherchions. Mais je me disais peut-être qu'il y a une autre façon de faire qui serait plutôt adaptable à nos réalités culturelles et ainsi de suite. D'où je réfléchissais toujours là-dessus. Et ça fait plus de 20 ans de recherche que je travaille là-dessus. Palabre qui est ni une loi, ni un règlement, mais une jurisprudence qui peut faire sortir un pays d'une crise, selon l'auteur. C'est une grande famille politique qui regroupe à son sein toutes les couches sociales. L'Union pour la Nation congolaise, UNC, parti cher à Vital Kamerhe, a choisi ces moments pour préparer sa base politique aux échéances de 2023, en allant à la rencontre de ses nombreux militants à travers son nouveau concept « Aucun village sans UNC » lancé par son secrétaire général, Baudouin Mayo. Pour s'approprier de cette vision, Jean-Papi Okata, en sa qualité de chargé de recrutement et d'implantation nationale, a sensibilisé la jeunesse de Lingwala sur ces concepts qui cristallisent les efforts pour le rayonnement de ces partis. Une démarche qui tient toutes ses promesses. La preuve, plusieurs adhésions enregistrées au cours de cette cérémonie. Occasion pour Papi Okata de revenir sur les questions d'actualité. Partout où on est passé, nous avons compris une chose, que le peuple souffre par l'ignorance. Nous sommes en train de passer partout, nous recrutons les membres. Les membres que nous les recrutons, nous les inculquons notre idéologie. Il y a de la place pour tout le monde et l'INC est là pour tout le monde. C'est le seul parti où les gens ne se hiérarchisent pas par ordre d'arrivée. Une ronde réussie et qui va s'étendre dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. La commémoration du 27e anniversaire de sa disparition physique, le 8 juillet 2019, était un moment pour les fidèles kimbanguistes de réitérer leur engagement dans la foi kimbanguiste. Depuis 98 ans, l'église kimbanguiste s'est inscrite dans un processus de développement exemplaire dont l'objectif est d'instaurer la paix en RDC, en Afrique et dans le monde. Cette journée du 8 juillet est célébrée sous les signes d'amour, du travail et de la paix, car son éminence, Joseph Diangenda Kuntima, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, fut un artisan de la paix. Plusieurs autorités politico-administratives, coutumières et culturelles ont pris part à ces manifestations commémoratives, notamment les délégués du Premier ministre Alex Koussou Ndongala et de la présidente de l'Assemblée nationale, Fouaki César, qui sont revenus dans leur intervention sur les côtés humanistes de Joseph Diangenda. Prenant la parole, son éminence Simon Kimbangu Kiangani a remercié le chef de l'État pour son attention particulière et soutenue à l'égard de son église. Pour clore leur séjour en Kamba, les deux représentants ont visité les mausolées de Papa Simon Kimbangu.